Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo que vous m'avez demandé, le rebuild de Piu Piu à peu près en détail. Bon alors je pense que ça va être la compile des faux raccords parce que je suis tout seul à filmer, donc à chaque fois je déplace la caméra, je coupe, je remets, etc. Donc je pense ça va être une bonne compilation de plein de faux raccords, mais c'est pas grave, ce sera sur plusieurs jours que je le fais. Vous ça fera qu'une vidéo, donc vous me verrez sûrement raser par raser et tout. Mais bon ça c'est rien, c'est pour la blague. Je filme tout en détail au maximum comme l'a demandé. On va pas tout faire vraiment à fond, c'est-à-dire que je vais pas faire les deux rotors entièrement. J'en fais un pour vous montrer vraiment comment je fais. Et voilà, on mesure une plate, on regarde comment elle est. Et on va pas faire les trois ensemble. On en fait une, voilà, et puis je ferai le reste en off. Sinon ça va durer 20 ans. Pareil pour tout ce qu'il y a, on va vérifier un segment et après je ferai les autres en détail tout seul dans mon coin. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer tout simplement par montrer ce qu'on ne garde pas sur le moteur. On ne va pas garder principalement les rotors et l'excentrique, comme on l'a vu dans la vidéo de la dernière fois. On ouvrait, on voyait les dégâts. Puisque l'excentrique est marqué, il est vraiment trop marqué. Pas besoin de le mesurer, je vais vous montrer en vidéo, vous allez voir de près. Il est vraiment marqué, ça a vraiment frotté, c'est pas bon. Je sais même pas la peine que je remonte ça. Donc il y aura la pose d'un excentrique neuf. Et le rotor arrière de mémoire qui était bien flingué avec le bearing qui a tourné à l'intérieur. Et ben, je vais vous montrer justement les traces qu'il y a à l'intérieur et pourquoi je ne le remonte pas. Autant l'avant, potentiellement, on pourra le nettoyer complètement et le remettre. Mais l'arrière, celui-là, il est dead. Je vous fais voir. Alors l'excentrique, il est complètement frotté sur le bearing avant. Vous voyez, il est complètement marqué. Il y a des belles marques, je les sens au doigt. Donc c'est même pas la peine de le remonter. On les sent carrément en passant le pouce dessus. Donc autant dire qu'à mesurer, c'est même pas la peine de quoi que ce soit. À l'arrière, au bearing arrière, ça apparaît propre. Ça pourrait être, limite, on pourrait le mesurer, je pense. Mais au niveau du rotor arrière, vous voyez où ça a tourné? C'est complètement tracé, marqué. Il y a les traces qu'ont laissé le palier de cuivre et c'est pareil là en fait. Là, je sens les rainures au doigt. Donc autant vous dire qu'en métrologie, c'est même pas la peine de mesurer ça. Ça c'est mort. Je préfère même pas remonter ça, je voudrais même pas tenter. Donc il y en a un neuf qui sera monté. Et pour le rotor arrière avec le palier qui avait tourné dedans, c'est celui-ci. Alors, je vais vous montrer juste un truc. Normalement quand on pose les paliers, on les pose à la presse. Et là, le centre du rotor, il a tellement travaillé qu'en fait, le palier tient plus dedans. Si je prends juste mon outil pour poser les paliers à la presse, que je le mets dedans et je tape dessus. Je sais pas si vous voyez bien là. Je le fais à la main, hein. Autant vous dire que je suis pas le plus costaud des hommes. Mais voilà. Ça ne tient plus dedans. En fait, les paliers ne tiennent plus. Et il y a des rayures à l'intérieur qui sont juste phénoménales. Alors, je sais pas si vous voyez bien en caméra, c'est toujours pareil, c'est dur de se rendre compte, mais pareil, c'est tout creusé là, et là c'est des rainures, mais je pourrais presque, je sais pas si on, c'est vraiment, ça sent, enfin c'est carrément creusé, j'ai des rainures. Je préfère pas montrer ça, remonter ça, honnêtement, non, non. Là, j'ai pas mesuré les apex, les gorges, etc. Mais là, tout est rayé, frotté. Il y a carrément des rayures vraiment impressionnantes à l'intérieur. Les paliers, on les prend. On peut quasiment les rentrer à la main. Sans presse. Ça c'est un autre palier. Ça, vous voyez, ça c'est un autre. C'est pas celui qui est mort. Celui qui est mort, il est là. Ça c'est un qui était sur un vieux rotor que j'ai enlevé. Et je le remets quasiment à la main. On voit bien qu'il y a un problème. Limite, je pourrais prendre le truc et faire la presse humaine. Et j'arrive à l'enquiller dedans et le ressortir à la main. Alors je peux vous dire que ça à la presse ça rentre pas comme ça. Hein. Donc là, hop, je le ressors. Donc non, non, non. Les rotors, le cadrage. Les rotors sont malheureusement à remplacer. Ça pourra faire beau sur la cheminée, Hélène. L'excentrique, bon ben lui il est mort. Maintenant on va regarder, pardon, j'articule, on va regarder les plates. Alors, première mesure, Mazda nous trace sur la dock 4 traits, voilà, vous voyez, 4 lignes, avec une distorsion maximum possible de 0,04 mm. J'ai fait l'acquisition d'une petite règle de planéité de marque S-Tool, voilà, et on va mesurer la planéité de la plate. Alors pareil, je vais pas faire comme je dis les 3 plates, j'ai pris la plate arrière comme ça au hasard, parce qu'elle est bien plate, elle se pose bien.
Et puis voilà, et donc la petite cale qui va bien. Alors ça tombe bien parce que la 004 c'est la première du jeu de cale parce que c'est vraiment très fin, hein. Et ben on va mesurer les 4 lignes que Mazda nous dit pour la plate. Donc la première ligne, elle part d'au-dessus du port, déjà du port d'admission, juste au-dessus, et elle vient juste comme ça. Donc je mets ma cale sur la ligne que Mazda me donne. J'ai ma cale de 004 et je dois pas passer en dessous, sinon c'est mort. Donc je commence de là-bas. J'arrive pas à passer une seule fois ma cale de 004 en dessous la plate. En dessous ma cale de planéité. Bon. Maintenant, deuxième axe, le long des ports. En plein milieu du port d'admission et d'échappement. Là, 004 c'est pareil. Donc, là je passe pas. Là je passe pas entre les deux ports. Je passe nulle part. Je passe nulle part avec ma cale. En dessous. J'arrive pas à passer du tout. Et jusque là. Non. Même entre les deux, là souvent des fois ça mange, mais là il n'y a rien. Et là il n'y a rien. Donc là la pénalité elle est impeccable. On va faire l'autre côté. Même punition, Mazda nous dit, la ligne là, elle vient entre à peu près cet endroit là de la plate, là, claque une ligne droite comme ça, jusqu'en bas, et c'est pareil, 004, on y va. Je prends mon jeu de cale. Je sais pas comment c'est mieux pour vous, mais voilà. Vous voyez, je passe pas du tout ma cale. Donc là c'est pareil, là c'est bien plat. Et la dernière, c'est un peu comme tout à l'heure en haut, mais c'est là. À peu près à ce niveau-là, là. Ouais, c'est ça, juste au niveau de la vis là et du port d'échappement, pareil. On ne doit pas avoir la cote de 004 de distorsion entre l'avant et l'arrière. Vous voyez, ma cale ne passe nulle part. Donc pour ces 4 axes, pour les 4 axes, c'est bon. Donc maintenant que j'ai vérifié ces 4 axes, je ferai les autres plates après. On va mesurer ici, là, vous voyez, entre là et là, entre les deux ports, alors admission échappement et là côté allumage, on a un maximum de 0,10 en vertical. Mais bon, sachant que j'arrive déjà pas à passer mon 0,4, 0,10 ça me paraît énorme. C'est vraiment quand on sent le cran là. Ici vous avez souvent, on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, il y a une rainure ici. Mais là vraiment là, il y a juste rien. Donc à mon avis 0,10 on rêve. Peut-être que si je mesure comme ça, je peux arriver à passer mon 0,04. Même pas. Même pas. Et là c'est pareil de l'autre côté. Là c'est pareil de l'autre côté. Je vais mettre comme ça pour mesurer le trou en dessous, mais maximum 0,10. Mais là je passe même pas ma cale. J'ai gardé la cale de 0,04. Hein. Je passe même pas en dessous. J'arrive même pas à passer. Non. J'arrive même pas à passer en dessous, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Je peux faire un petit coup là, comme ça. Non. Non, de toute façon, il n'y a vraiment rien. Et après, alors à l'intérieur ici, j'aurais bien mesuré. Mais là, c'est 0,02. J'ai pas de jeu de cale. Et là, c'est 0,01. 0,01. Pour la cote A. Le rond là. Mais bon, j'ai déjà fait dans les 4 axes, j'ai déjà fait les côtés. Je passe nulle part à 0,04. Il me reste à mesurer les autres plates maintenant. Mais voilà, je veux dire, j'ai gardé la cale de 0,04 dès le début. Avec ma petite règle de planéité. Vous voyez, on a fait les 4 axes selon le Mazda. On a fait les 2 verticales. Tout est... Je passe nulle part. Donc je pourrais même m'amuser à le faire en biais. Ou essayer de trouver un autre truc. Mais vraiment, les plates sont super belles, super propres. Le moteur, de toute façon, n'était pas HS non plus. Hein. Mais voilà, pour moi là les 4 axes sont bons. Je ferai pareil avec la plate centrale et la plate arrière. Non, la plate avant, pardon, puisque l'arrière est sur la table. Mais voilà, je vous dis, on l'a fait ensemble. Voilà, la petite règle de planéité. On a fait les 4 lignes que nous demande Mazda, les deux côtés,
Les autres au milieu, j'ai pas de jeu de cale aussi fin. Le mien démarre à 0,04, c'était le plus petit que j'avais. Donc bon voilà, maintenant on va passer à la suite. Maintenant qu'on a vu la plate, on va regarder les housings. Je vous les montre puisque ceux-là on les conserve. Le chrome n'est pas écaillé et on va regarder 2-3 trucs ensemble. Donc voilà la paire des housings du moteur. Alors là les trucs à regarder en principe, c'est toujours de regarder évidemment si le housing n'a pas surchauffé, s'il n'y a pas une déformation de l'aluminium sur un des côtés. Ça arrive régulièrement, notamment là dans la phase d'allumage et de compression. Là les deux, vous voyez là il n'y a pas de déformation, le métal n'a pas travaillé, ça se voit souvent, on voit un gros gonflement de l'alu. Là il n'y a rien du tout. On regarde de l'autre côté exactement pareil. Là c'est la même chose, c'est impeccable. Les housings n'ont pas travaillé. Ensuite on vient regarder le chrome. Alors le chrome, il est plutôt en bon état. Là il y a toujours des traces de chauffe, c'est normal, mais pareil, il y a pas de, on sent pas de rainure à la main, rien du tout. Le chrome n'est pas écaillé. Il n'y a pas de surface où le chrome est parti. Vous voyez, là pareil, nickel. Ils ont servi évidemment, hein, ils ont 60 et quelques mille kilomètres, mais voilà, ils sont en bon état. Hop, là aussi pareil, pas d'écaillement de chrome, rien du tout. C'est pareil pour l'autre, hein, on peut regarder un comme ça, mais les deux sont dans le même état. Ils sont en parfait état. Pas de chrome écaillé, pas de déformation autour, rien du tout. Et hop, tant qu'ils sont sur la table, on va en profiter pour tester les injecteurs d'huile avec la petite pompe à dépression. Donc comme dans ma vidéo tuto, tout bêtement, on prend la petite pompe, on se branche dessus et on y va, on vérifie. Parfait. Parfait. Donc voilà pour les housings, vous voyez, bon je vous le dis tout de suite, les deux injecteurs de l'autre housing étaient très bons également, totalement étanches. Ce qui explique sûrement d'ailleurs le bon état des housings, malgré l'état de la partie excentrique, c'est qu'ils étaient bien lubrifiés à l'intérieur. Et donc en fait ça a dû aider, parce que voilà, les 4 injecteurs sont bons. Il n'est pas rare sur les moteurs d'en trouver un ou deux HS, là vraiment les 4 sont nickel. Donc c'est un très bon signe. Donc les housings sont bons, et maintenant on passe à la suite. On va maintenant s'attaquer au remplacement des paliers des deux Stationary Gears, avant et arrière. Donc évidemment c'est une 231 piou piou. Donc il a la petite vis qui maintient le palier à l'intérieur, comme vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Donc on va chauffer la vis pour casser le filet de colle d'origine qui maintient tout ça en place. Et après on va sortir les bearings à la presse avec l'outil adapté, je vais vous montrer, pour poser ces nouveaux bearings fraîchement arrivés. Alors comme on change l'excentrique, j'ai repris de la référence cote standard, hein, puisqu'on va mettre tout en cote 9 standard, puisque c'est un excentrique 9. Donc voilà la règle des paliers, et comme je vous dis à chaque fois, hein, c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. Voilà, donc allez c'est parti, on chauffe la vis et on sort les paliers. Une fois l'outil en place, on n'a plus qu'à pousser le bearing pour le sortir. Voilà. On met en place le nouveau. C'est bon. Nous voilà de retour à l'établi.
Donc le palier est en place, hein, vous voyez, voilà, c'est pas compliqué, hein, on l'enfonce juste à la presse gentiment. Ceux-là, ils sont pas enfoncés très fort par rapport à ceux des rotors. Ils rentrent bien, ils rentrent assez facilement. On vérifie bien forcément que le trou qui amène l'huile pour le passage de lubrification, il est bien en face, il est bien dégagé, bien ouvert, histoire qu'on soit bien aligné. Normalement, si c'est bien le cas, forcément la vis tombe bien dans un des trous du palier. Donc là, c'est le cas, on est bien ouvert, la lubrification sera faite au maximum. C'est très bien centré, donc il n'y a aucun problème. On prend un petit coup de nettoyant frein et on va venir dégraisser le trou où on vient visser la vis. Voilà, on dégraisse la vis également, hein. Bon, je vous montre pas la caméra, mais voilà, c'est ce que je fais en dessous. Ça, c'est bien propre. On va venir mettre un petit peu de frein filet sur la vis comme d'origine, puisque d'origine c'est le cas. Donc là, je prends du frein filet moyen, hein. C'est pas serré très fort d'origine, mais voilà, faut chauffer pour donc, hop, un petit peu de voilà de frein filet. Je reprends mon tournevis plat, je resserre ça. Alors c'est vrai qu'on se demande pourquoi Mazda a mis une vis à tête fondue, hein. J'aurais tellement préféré qu'ils nous mettent limite une Torx ou je sais pas, une petite BTR, un truc, parce que des fois les vis pour les sortir, ça arrive que même quand on chauffe, elles sont bien serrées et on foire la tête et là il faut remplacer la vis. Donc bon. Mais voilà, donc là pareil, hein, frein filet, je resserre. Voilà, c'est serré. Donc voilà, le remplacement d'un palier, on l'avait déjà vu sur la chaîne. Bon, la pupu, on fait les deux, avant, arrière. J'ai fait l'avant, je vais pas vous filmer l'arrière, c'est exactement la même procédure. Il y aura juste le joint spi que je vais changer après. Donc à la rigueur, je change le palier et je vous reprends après pour le changement du joint spi. Donc, pour changer le joint spi arrière, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais venir prendre un tournevis, un petit marteau, et venir taper dans un coin entre le joint et le rebord pour faire une place et faire un petit levier pour sortir le joint. Voilà. Maintenant qu'il est sorti, on peut venir mettre un petit coup de nettoyant frein et nettoyer surtout la portée du nouveau joint. Voilà, c'est bien. C'est nickel. On vérifie bien qu'on n'ait pas fait de marque avec notre tournevis. Là, c'est bon, c'est propre. On vient prendre notre nouveau spi. Voilà, tout neuf, tout beau. Bien évidemment, il se met dans ce sens-là. Pour ceux qui ne suivent pas au fond, pareil. Alors, je vais prendre un petit maillet en caoutchouc. Bon, petit maillet là, c'est vite dit, mais un maillet en caoutchouc, voilà. Je vais l'enfoncer un peu. Alors, à sec. Vous mettez pas d'huile entre les deux, bien sûr. Vous mettez vraiment sec sur sec. C'est le but du spi. Là, je suis rentré affleurant. Je peux plus aller plus loin avec mon maillet. Et pourtant, il faut que je rentre encore un petit peu. Il y a une gorge d'arête. Donc, je reprends le vieux joint. C'est pas grave. Je le mets par-dessus. Là, je prends un marteau ce coup-là et je vais enfoncer le spi jusqu'au fond. On vérifie que le spi est bien rentré partout du même niveau. Je suis embuté partout, voilà. Le nouveau joint spi arrière est en place. Il me reste plus qu'à mettre le palier à l'intérieur. Donc le palier maintenant, il est en place. Pareil que l'avant, on vérifie bien, hein. La vis tombe bien, l'ouverture de la lubrification est parfaitement au milieu, c'est impeccable. Le spi est bien posé, tout est bon. On va juste venir prendre un petit scotch-brite et nettoyer cette partie-là, toute la partie autour, puisqu'ici vous aurez un joint torique à mettre sur la plate qui vient se prendre sur l'arrière du palier, qui fait l'étanchéité entre le bloc et le palier à l'arrière. Donc c'est bien de nettoyer le plan de joint avec un petit scotch-brite, tout bêtement, hein, histoire d'enlever toutes les petites impuretés qu'il peut y avoir, puisque c'est pas une fois que le moteur sera en place qu'on pourra le faire. Donc voilà, un petit coup de nettoyage pour être sûr que ce soit bien propre. Voilà. Nickel. Donc voilà, pour les paliers c'est bon. Les deux paliers sont en place. Vous voyez, rien de compliqué, hein. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à les
à les mettre de côté précieusement pour en attendant le remontage. Donc toujours pareil, hein, bien prendre soin des pièces, pardon, bien les ranger, les emballer, que ça tombe pas. Parce que toujours pareil, c'est des pièces qui sont fragiles, donc si vous les faites tomber de la table, etc., c'est fortement déconseillé, évidemment, vu les dentures et tout. Donc bon, voilà, c'est fini pour elles. Je les mets de côté et on passe à la suite. Donc maintenant qu'on a vu que les rotors de Piu Piu, malheureusement, je ne peux pas les garder et qu'on va les remplacer par une paire de rotors d'occasion tout beau, tout propre, on va commencer à les habiller. Et le premier truc qu'on fait, évidemment, c'est pareil, qu'on met le palier au centre avec la presse. C'est exactement le même principe que les paliers sur les stationaries, hein. C'est rentré à la presse avec le petit détrompeur, pardon. Donc voilà, vérifiez bien quand vous avez toujours des pièces neuves de les déballer, qu'elles ne soient pas abîmées, notamment ça, parce que les cartons sont vraiment très légers. Et il suffit que dans le carton, il y a un choc ou deux, ils sont abîmés et c'est pas montable. Donc là, c'est pareil, même principe. On met le rotor sur la presse, on enfonce gentiment, on y va, on vérifie que tout est calé en place et c'est bon. Donc je viens repérer le détrompeur avec mon stylo pour pas me louper. Je fais de même sur le palier parce que vous avez, il y a un repère qui est là. Mais pour être tranquille, j'ai une petite équerre et je préfère tracer gentiment autour. Voilà. Direction la presse. Nos deux paliers de rotor sont désormais installés. On vérifie bien que le cran ici, le détrompeur, soit bien en face. Vous voyez là, c'est parfait. On vérifie également, ça peut être bête, mais qu'on n'ait pas fait de marque sur le palier quand on l'est monté à la presse. C'est valable, hein, pour les bearings, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais toujours pareil. Hein. Faites attention, utilisez des outils quand même et tout, mais bon, qu'on n'abîme pas le palier, ça peut arriver vite, hein, c'est des pièces assez fragiles. Donc là voilà, les deux paliers sont montés. C'est pareil pour les deux, c'est impeccable. On n'a plus qu'à habiller, maintenant on va commencer à habiller le centre des rotors avec les joints d'huile. On vient de terminer de mettre les paliers, on va passer à l'habillage des rotors. Donc on va partir du centre ici et on va venir mettre tous les équipements de l'intérieur vers l'extérieur. Donc les joints d'huile, le joint pare-feu, le cut-off seal et après les corners et les sides sur les côtés. Donc voilà, on va habiller tout ça. J'espère que je vais réussir à bien filmer. Je ne vais pas vous mesurer toutes les cotes des porteurs de joints, on va appeler ça les bagues, puisque ça vous les avez dans la doc, hein. Il suffit juste d'avoir un pied à coulisse, de mesurer, voir si c'est encore bon ou pas. Et puis ça c'est pareil, vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne où j'en parle, donc on va pas se répéter 100 fois. Je vais juste vous montrer comment je monte tout ça au milieu des rotors et les petits trucs à savoir. C'est parti! Avant toute chose, je vous conseille quand vous habillez un rotor de préparer tout à l'avance, c'est-à-dire vos ressorts de joints d'huile, vos bagues qui portent les joints d'huile, les corners, les ressorts de corner, les ressorts de side et les sides. De tout préparer. Et attention, proprement et par nombre. C'est-à-dire que là, sur un rotor, on a 6 corners, 6 ressorts de corner, 6 ressorts de joints d'huile, etc. 6 sides, 6 ressorts de side, etc. Et donc vraiment de tout préparer pour vous dire qu'à la fin, quand votre rotor est habillé, sur votre table, vous ne devez plus rien avoir. Ça peut paraître bête, ça peut paraître même logique pour ça. Même des fois, on se dit des trucs, voilà, mais c'est vraiment important de bien s'organiser. Comme ça, vous savez qu'une fois que vous avez fini, normalement, tout est monté, vous n'avez plus rien et votre chiffre, il doit tomber à 0. Voilà, c'est juste une petite méthode comme ça. Hein. Plutôt que de piocher dans le sac et puis de prendre au fur et à mesure, vraiment de compter combien on en a, combien on doit en mettre. Comme ça, on est sûr qu'à la fin du travail, il reste plus rien sur la table, c'est que c'est bon, normalement. Donc voilà. Alors, là, je prends un rotor. Alors, je l'ai repéré R, on l'a déjà vu sur une vidéo, mais ça, je peux vous le redire. C'est le rotor arrière, puisqu'ici, c'est noté RD. Vous voyez, frappé RD, donc rotor arrière R, rear, D, parce qu'il fait partie de la catégorie des poids D. Enfin, c'est son poids. Donc, c'est un rotor arrière. Donc, si vous voulez, dans la voiture, c'est celui qui est côté habitacle, vraiment le plus arrière de la voiture. Donc là, c'est le palier arrière du moteur. Ici, vous avez le stationary gears arrière qui va venir avec le volant moteur. Donc, ce rotor-là, il va tourner dans ce sens-là sur la voiture. C'est son sens de fonctionnement. Il va tourner comme ceci. Ça, c'est important. Pourquoi? Puisqu'en fait, tous les joints d'huile, ils ont un ressort, et le ressort qui est sous la bague, qui les maintient, ils ont un sens. Et ce sens, il est important à savoir,
pour venir les caler. Je vais vous montrer. Donc d'abord on va prendre un ressort, d'abord on va prendre un stylo, pardon, et on va venir noter sur notre rotor le sens dans lequel il vient tourner. Donc celui-ci c'est l'arrière, il va tourner comme ceci. Voilà. Hop, je le repère bêtement. Je fais pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, celui-là, ce sens-là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, comme ça au moins je ne me trompe pas pour l'habiller, c'est noté. Ensuite, on va venir mettre les ressorts, on va venir mettre les ressorts, oui, de joints d'huile dans les gorges. Alors, toutes les pièces qu'on met dans un rotor, il y en a une grande majorité qui ont des traits de peinture. Vous voyez là la peinture là, ou ici le petit point rose là. En fait, à chaque fois la peinture, vous devez la voir vers vous. C'est-à-dire que vous devez toujours la voir. C'est facile à se rappeler. Si je prends un ressort de side, par exemple, qui est là, pareil, vous voyez la petite peinture rose là, bah, c'est pareil. La peinture, on doit toujours la voir quand la pièce est montée. Donc c'est ça. Là, un corner, le sens, ce sera comme ça puisque je vois la peinture vers moi. Voilà. Toutes les pièces qui ont une peinture, on doit la voir vers soi. Donc là, j'ai mes ressorts de joint d'huile. Je prends le plus petit. Et si on regarde, on voit qu'il y a un côté qui est arrondi ici, là. Il y a un côté qui est carré. Et ça, c'est pas fait pour rien. C'est parce qu'en fait, mon rotor, s'il est comme ça, donc il tourne dans ce sens-là, comme on vient de le voir. Voilà, là c'est mieux. S'il tourne comme ça. En fait, mon ressort, pardon, de joint, à l'intérieur des gorges, vous avez des petits trous ronds. Est-ce que ça va être facile à vous montrer? Là. Je sais pas si vous voyez bien, là. Parce que j'ai même plus de pile dans ma lumière, mais voilà. Là, il y a un petit trou. Et en fait, dans ce petit trou, je vais venir y loger cet arrondi pour que quand le rotor il va tourner, si vous voulez comme ça là, il va vouloir tourner comme ça, cette bague là va venir se coincer dans le trou et elle pourra pas venir tourner. Elle va taper au fond de la gorge et du coup ça va l'emmener. Donc là par exemple ici, j'ai un petit trou, là juste en haut, te montrer là-bas, je sais pas si vous le voyez bien, là. Donc là au pire je me fais un petit trait pour me faciliter la vie toujours, moi j'hésite pas, hein. Voilà. Et je mets mon ressort dedans. On voit bien que là maintenant, si je prends mon tournevis, si je veux le faire tourner, eh bien, il reste bloqué. Alors évidemment, si on force, on peut arriver à le faire tourner, hein, je force. Vous voyez là, voilà, hop, il se bloque dedans. Donc on met le petit bout arrondi dans le côté. Donc ça veut dire que le ressort que j'ai, c'est le bon. Et maintenant, on va venir recouvrir la bague avec le nouveau joint torique qui est là. Donc je prends mon joint torique, je le trempe dans l'huile moteur classique. Voilà, pour faciliter le montage. Je prends la bague et je viens l'emboîter à la main. Je prends pas de tournevis ou d'outil métallique, hein. Je fais tout à la main. Voilà. Ici, j'ai un petit repère carré. Et ben, il y en a deux, hein. On prend celui qu'on veut, peu importe. Je vais venir le mettre dans le repère carré de mon ressort qui dépasse. Donc je viens juste vérifier que mon côté arrondi est bien dans son logement. Ça c'est bon, voilà. Je prends le côté carré. Il est là. Pareil, si on veut vraiment être pas faire de bêtises, on peut très bien se dire le carré il est ici. Donc en face, je fais un trait au feutre pour me faciliter la vie, hein. Comme ça on le voit bien. Et après il reste à l'emboîter en face. Alors je mets le carré dans le ressort. Voilà, j'appuie à la main. Et voilà, le premier ressort il est monté. Pour le deuxième, joint d'huile, même principe. Côté arrondi, côté carré. Côté arrondi, alors là je l'ai mis ici. Je vais essayer de les mettre un petit peu à l'opposé. J'ai un rond qui est là, voilà. Donc pareil, petit trait pour bien le voir. Je prends un joint, celui-là il est plus grand forcément. Je le trempe dans l'huile, même procédure. Voilà, bien graissé. Celui-ci il vient pas à l'extérieur de la bague, il vient à l'intérieur. Donc on peut le poser pour le mettre, c'est plus facile. Voilà.
pareil, uniquement à la main. Et maintenant, je viens l'emboîter sur le rotor avec celui-ci. Le même principe du petit carré que tout à l'heure. Petit carré qui est là. Ma gorge de mon ressort, il est là mon ressort. Je le mets là côté arrondi dans le bon sens. Voilà, nickel. Je vérifie bien qu'il est bloqué. C'est bon. Petit trait en face pour faire un truc propre et précis. Voilà. Il n'y a plus qu'à emboîter. Voilà, les deux joints d'huile sont bien enfoncés. On va mettre maintenant le joint par feu pour protéger tous ces joints d'huile des ports d'échappement et de la chaleur. Donc là, celui-là, il a deux côtés carrés et les deux doivent finir vers le haut. Donc je le prends. Ici, il y a un téton. Celui-ci, il est là. On ne peut pas se tromper, il y a un téton là. Voilà. Donc allez, on va le mettre vers le haut. On met le joint, le ressort, pardon. Hop, hop, bien au fond. Les deux gorges de fin vers le haut. Je prends mon segment coupe-feu que j'aurais mesuré évidemment avec la doc par avant, bien nettoyé, mesuré, comme on avait déjà fait sur la chaîne plusieurs fois. Je le mets dans son logement, clac, clac. Et voilà, l'habillage du centre est terminé. Maintenant, on va venir mettre les corners sur les côtés. Donc, pour les corners sur les côtés, je vais vous rapprocher un petit peu, tiens. Je vais venir mettre une petite noisette de vaseline dans chaque coin. Voilà, voilà. Et voici. Ensuite, on va prendre les ressorts. Les ressorts, ils n'ont pas de sens. Il n'y a pas de peinture, il n'y a rien du tout dessus. Donc là, je dois en mettre 3. Donc j'ai un vieil Apex là qui traîne. Bon, si évidemment vous n'en avez pas de vue, vous prenez un nouveau et vous vous en servez. Mais c'est juste pour l'aligner correctement. Hop, je prends mon corner. J'aligne tout le monde. Et voici un corner demi. Même procédure là-haut. J'aligne mon apex, j'aligne mon ressort. Je prends mon corner tout neuf, je viens de l'emboîter là-dedans. Il doit rentrer tout seul sans forcer, juste avec le petit gras autour. Voilà, la peinture vers nous. On met le dernier. Voilà, dernier corner. Voilà. Donc là, j'ai habillé un côté. On peut vérifier qu'il voilà, il me reste plus que 3 corners, 3 ressorts de corner, 2 joints d'huile, un petit, un grand, on est bon. Et après, il me reste les sides à poser, etc. Donc pour l'instant, pour le compte, on est bon. On va mettre les ressorts des sides. Donc là, il m'en faut 3. Et il m'en reste 3. Parce que j'ai déjà fait un rotor de l'autre côté. Donc pareil, peinture. On doit finir de chaque côté le ressort vers le haut. Donc je le mets dans la gorge. Je vois la peinture rose. J'essaie de le centrer à peu près. Voilà, là il n'y a pas de centrage, de mesure. Hein. Mazda nous dit juste de le mettre à peu près. Voilà, au mieux dans la gorge. Même s'il bougera sûrement en roulant. Mais voici. Et voilà. Là c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à tailler les sides sur la perceuse. Je vais vous montrer comment j'ai fait maintenant.
Et puis on pose les sides et puis les rotors, bah après ce sera terminé. Donc voilà ce que j'ai fait pour tailler les sides sur PewPew. Alors c'est pas de moi, hein, j'en vois déjà dans les commentaires sur Strasbourg Warrior qui rigole, mais j'avais pas de perceuse à colonne, donc j'en ai enfin récupéré une. J'ai pris un vieux rotor que je suis venu bloquer sur la patte de la perceuse. On prend les sides à tailler. On prend une fraise qu'on place à l'emplacement du corner 6 d'origine. Comme ça on vient présenter son side. Alors j'ai mis un ressort en dessous le side, un vieux ressort. Je ramène mon side, je l'approche et je viens le meuler gentiment. Comme ça le side au bout, si vous voulez, il a la bonne courbure exacte du corner. Voilà, comme ça sera vraiment parfait. C'était pas mal avant, mais on peut toujours s'améliorer. Donc voilà, on n'hésite pas à innover. On va essayer ça, hein. Normalement c'est pas mal, on mesurera le jeu, mais j'ai fait quelques essais, ça a l'air vraiment pas mal. Donc il n'y a plus qu'à mettre la perceuse en route et puis on y va. Une fois que le side il est taillé correctement, on le met en place comme ici, vous voyez, là il bouge librement un petit peu. On prend deux petites cales qu'on vient lui mettre derrière, de chaque côté. Voilà, par ici. Et là. Pour bien le plaquer dans la gorge, pour simuler en gros l'emplacement quand il sera dans le moteur une fois qu'il sera monté, puisqu'il va être bien écrasé entre les plates et tout ça. Notre segment, je le pousse bien à fond de ce côté-là. Voilà, je suis bien poussé. Et là, je viens mesurer le jeu que j'ai entre le corner et le side que j'ai taillé. Alors moi là généralement j'ai 0,20, vous voyez c'est 0,20 que j'ai en jeu. Là ça ne rentre pas, c'est ce que je voulais. Ici j'ai 0,15, alors je sais pas si la cale est propre, voilà. 0,15 000 et là, vous voyez, je passe légèrement, je frotte un peu sur les bords. Ça fait un petit peu comme une mesure de culbuteur à l'époque sur les voitures ou de poussoir, c'est pareil. Là la 0,15 elle passe pile poil, elle frotte un peu sur les côtés. La 0,20, je peux pas la mettre, je rentre pas. La 0,15, elle y va, voilà. Et vous voyez comment il est taillé. Il épouse vraiment bien la forme du corner. Donc là c'est parfait. Hop, il me reste plus qu'à faire ça pour les 11 autres, partout sur pour les deux rotors. Et puis voilà, vous avez vu la manip que je fais avec la perceuse maintenant. Donc comme je vous disais, je vais pas refilmer tous les 11 sides, ça va être long. Voilà la technique. Je les passe gentiment là-bas, je les mets un petit peu dans l'huile, je les taille gentiment. Et après, une fois qu'ils rentrent, je mesure et je vise une cote de 0,15 qui passe bien. 0,20 pour moi c'est trop gros. Donc voilà ce que je vais faire pour tous les sides de ce moteur là. Une fois que tous les sides sont taillés, bien sûr, on vient juste remettre les sides à leur place avec un petit peu de vaseline toujours pour les maintenir le temps du montage. Notre phase de rotor est désormais terminée. Les joints d'huile sont bien enfoncés. Là, si j'appuie dessus à la main, vous voyez bien le jeu des ressorts hein, qu'on a en dessous. Voilà. Parfaitement mobile, il n'y a rien qui doit être bloqué. Hein. Il n'y a rien qui doit bloquer au montage, tout ça. Les corners, c'est pareil, ils sont bien mobiles. Pour bien épouser la forme. Les sides, c'est pareil, vous voyez. Très bien. Le rentre sans forcer, il n'y a pas de point dur. C'est pareil pour tout le monde. Donc ce travail-là est à faire forcément de rotor, donc 4 fois, hein, une fois de chaque côté. Il faut juste repérer le sens des rotors, bien mettre les ressorts de joints d'huile et de cut-off seal dans le bon sens. Les joints, les ressorts de side également, hein, la tête vers le haut, vous avez vu avec la peinture, simple repère Mazda. Les corners pareil, les sides dans les tailles, vous avez vu comment je fais, je vous ai donné les cotes. Pour mesurer les bagues, etc., bah, tout est dans le book, dans le workshop. Hein, je veux dire là, je ne vais pas tout mesurer bêtement avec un... On l'a déjà fait sur la chaîne, mais voilà, il faut juste mesurer avec un pied à coulisse les bagues, savoir si elles sont encore bonnes ou pas. Toujours pareil, hein, je me répète, mais vous tapez sur internet Engine Workshop Mazda PDF RX8, vous allez le trouver partout, vous le téléchargez, vous avez toutes les codes, vous avez tout ce qu'il faut. Enfin voilà, donc là vous avez vu un côté, c'est exactement la même procédure pour les deux rotors et chaque côté, donc je ne vais pas tout vous filmer. Maintenant, bah, vous avez vu, hein, les rotors sont habillés, il ne reste plus qu'à mesurer, ça on va le faire juste après, la pompe à huile, voir si elle n'a pas de jeu, et puis après, bah, c'est parti pour leur montage.
Terminer cette vidéo, cette première étape. Sur la deuxième étape, je pense que je vais faire ça en 2 vidéos. La deuxième, on mettra le moteur dedans. On verra avant de mettre en route ce qu'on fait et puis on démarrera. Enfin, où je recommence. Dernière étape de cette vidéo, on contrôle le jeu sur la pompe à huile de la plate avant. C'est important. Le problème de Piu Piu, c'était le pilote bearing qui était bloqué. Mais bon, dans le doute, le circuit d'huile, c'est bien de le mesurer. On peut mesurer le jeu de la pompe à huile toujours selon le workshop Mazda. Donc on le démonte sur la plate avant et on contrôle le jeu. Donc voilà l'intérieur de la pompe à huile. On peut voir qu'on a 2 petits points de chaque, un petit point sur chaque élément pour le montage. Parce que si on démonte, voilà la partie là, vous en avez pas de petits points. Ce côté là il y a le point, ça veut dire qu'il vient avec son copain ici. Donc hop, on la met en place comme elle était, voilà. Et là on vient mesurer le jeu qu'il y a entre les 2 engrenages et à l'extérieur. Pour ce faire, toujours pareil dans la doc, Mazda nous dit entre le rond extérieur et l'intérieur de la pompe, on doit avoir un jeu standard de 0,20, 0,25 et un maximum de 0,30. Donc je prends une cale de 0,20, on va venir mesurer, normalement je dois passer. Donc là je passe bien. À plusieurs endroits on peut. J'arrive à rentrer mais c'est tout juste. Là je rentre bien, donc c'est bon. Par contre, c'est clair que vu comment je rentre à 0,20, à mon avis à 0,30, je risque pas de passer. 0,33, 0,40, 0,30. Elle est là. Non, vu comment elle épaisse, à mon avis là, non, je passe pas. Donc je suis pas du tout au spec mini, donc la pompe à huile est en très bon état à ce niveau-là. Maintenant, on va mesurer le jeu entre les 2 engrenages. Mazda nous dit entre les 2 engrenages à l'intérieur, jeu maximum 0,03, 0,12, maxi 0,15. Donc une 0,15 ne doit pas. C'est vraiment le maximum qui doit passer. Là j'ai une 0,15. Je mets hop, entre les 2 parties. Là je passe pas. Je passe pas. Je passe pas. Oui, dans les butées je passe pas. Là entre les deux là par exemple. 0,15. Je passe pas. Il nous dit que ça doit être le standard, c'est 0,03, 0,10. Donc 0,03, 0,10 dans mon petit jeu de cale. Là j'ai 0,10. Est-ce que je passe? Je sais même pas, c'est serré. Hein. Quoique. Ah si 0,10 je passe. Je passe bien. Donc on est pas mal. On est bon. Là on est juste. Ça dépend peut-être comment on la tourne. Parce qu'après c'est bien sec. Hein. 0,10 voilà. Je passe bien à 0,10. Je sens que je frotte bien sur les côtés. Je force un petit peu mais pas trop. Pile poil comme il faut. Donc c'est bon. Je peux m'amuser à faire tout le tour. Hein, mais... Ouais, c'est tous pareil. Voilà. Et si je prenais un 0,20, je ne dois pas passer. Le 0,20, il est là. Non, je peux pas rentrer. Non. Non. Non plus. Allez, un dernier. Et non plus. Je pourrais remonter la pompe à huile. Les jeux à l'intérieur sont bons. De toute façon, je suis pas trop étonné puisque, à part au ralenti où la pression était vraiment très faible à cause des paliers, dès qu'on accélère un petit peu, la pression montait à une valeur normale. Donc c'est que la pompe à huile débitait bien. Et sauf surprise, j'aurais été vraiment étonné de la retrouver éclatée. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur Piu Piu. Deuxième vidéo, on met le moteur dedans. Enfin, on l'habille, on met le moteur dedans, ça va démarrer. On fera comme ça les étapes avant de remettre une voiture en route, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire surtout. 2-3 trucs à voir, hein, comme monter le circuit en huile et tout, enfin voilà. On verra ça ensemble. Là maintenant pour moi, le bloc est prêt à monter. Les plates, les housings, tout est propre derrière moi. Les 2 rotors sont habillés. Voilà, j'ai filmé le maximum, pareil, j'ai essayé de faire des trucs utiles et voilà. Bon, c'est long et c'est pas facile à filmer tout seul, enfin je vais pas me plaindre, mais voilà, c'est vraiment pas facile avec les mains propres, à chaque fois on essaie de reprendre la caméra et tout. Bon.
Voilà, voilà. Bref, vous avez vu, j'espère, les grandes étapes de Piu Piu. Les plates sont bonnes, les housings sont bons, les rotors sont prêts, les paliers sont changés, l'excentrique neuf est dans le paquet, il n'est pas déballé. On le déballera au montage. Toujours pareil, je prends bien soin de mettre les pièces de côté après pour les stocker, pas les abîmer, les faire tomber. Ça va vite, faut vraiment être prudent. Même si... Je vous dis à tous, merci pour votre soutien sur la chaîne et puis à bientôt pour l'épisode 2 de Piu Piu. Ciao!